Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Série Globalisation et sciences sociales. Dirigée par Bernard Ours. La série Globalisation et sciences sociales a pour objectif d'aborder les phénomènes désignés sous le nom de globalisation en postulant de leur spécificité et de leurs nouveautés relatives. Elle s'adresse aux auteurs, dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, susceptibles d'éclairer ces mutations ou évolutions à travers des enquêtes et des objets originaux alimentant les avancées théoriques à réaliser et les reconfigurations disciplinaires consécutives. Ouvrage paru dans la série. Bernard Ours. Développement, gouvernance, globalisation, du XXe au XXIe siècle, 2012. Patrick Pillon. La fin par le marché, aspect sénégalais de la mondialisation, 2012. Bernard Castelli, Bernard Ours, sous la direction de Enjeux épistémologiques et idéologiques de la globalisation pour les sciences sociales, 2011. Mohamedoun Abdoulaye Fall. Saint-Louis du Sénégal, et si le développement n'était qu'une chimère, 2011. Levant une Saldi. Le développement vu de Turquie, 2011. Jean Papaye, Jesus Arroyo Alejandre. Les migrants mexicains créateurs d'entreprises, 2010. Jean Ruffier. Faut-il avoir peur des usines chinoises? 2006. Jean Papaye, Jesus Arroyo Alejandre. Les dollars de la migration mexicaine, 2004. La société globale de consommation entre failles et injonctions paradoxales. Isabelle Guérin. Monique Selim. La consommation fascine autant qu'elle révulse. La consommation peut être vue à la fois comme vecteur d'affirmation et d'accomplissement de soi, de réalisation de ses propres choix, de positionnement statutaire et de croissance économique, mais aussi comme source d'aliénation, de déshumanisation, d'individualisation, de dissolution des valeurs, de gaspillage et de destruction. Jamais cette ambivalence n'a été aussi forte. La crise financière qui a débuté en 2008, et qui depuis ne cesse de se poursuivre par saccades et rhizomes imprévus, a bouleversé maintes certitudes économiques, sociales et politiques qui soutenaient les raisonnements des sciences sociales. Parmi celles qui se sont en premier fissurées, se présente la croyance que la consommation poursuivrait sa croissance, tranquille, incessante et sans limite, étendue au monde global. De façon évidente, la réduction des emplois, la convocation généralisée à une baisse du coût du travail pour ne pas être éjecté de la compétitivité, les faillites simples et ou frauduleuses des entreprises ont provoqué un peu partout dans le monde des ruptures en chaîne dans les processus de consommation. Ces ruptures touchent les usages de la consommation matérielle des biens, mais plus profondément atteignent les systèmes symboliques de représentation de soi, de l'appartenance, du statut. Alors même que les désirs consuméristes sont exacerbés par la spectacularisation de la consommation, omniprésente dans la sphère globale des échanges numériques, la crise financière est venue donner une nouvelle force de légitimité aux critiques économiques et politiques de la consommation appelant à la décroissance et au développement durable avec des arguments principalement écologiques et téléologiques. Cette configuration actuelle spécifique enjoint à circonscrire les lignes de changement qui ont orienté les modes de consommation dans le demi-siècle passé, en prenant comme premier repère pratico-théorique les années 1960 à 1970, marquées par l'hypothèse d'une longévité sereine de l'augmentation de la consommation. Baudrillard illustre alors remarquablement dans le système des objets et dans la société de consommation ce moment charnière. La consommation s'y voit à la fois célébrée et critiquée, la critique étant elle-même analysée comme un mythe, un discours autoprophétique de la société. Aujourd'hui, comparativement, la consommation n'a jamais été aussi étendue aux différentes sociétés, mais tout en étant resplendissante, littéralement éblouissante, elle se trouve aussi cassée, disloquée par la crise financière et environnementale. Pour appréhender ces métamorphoses, revenons sur quelques points majeurs du raisonnement de Baudrillard et mettons-les à l'épreuve du présent. Baudrillard appréhendait la consommation sous deux angles. Comme procès de signification et de communication d'une part, de l'autre comme procès de classification et de différenciation sociale. Cette lecture en termes de système d'échange et de code d'un côté,
de statut et de production hiérarchique de l'autre, paraît garder toute sa pertinence, à une condition néanmoins. Ce double procès, pour maintenir ce concept qui dépasse, englobe et élève au plan théorique celui de processus, n'est plus seulement interne à chaque société, à chaque champ d'insertion. Il s'est globalisé et inscrit en conséquence des modes d'appartenance globale qui dévient, fracturent, subvertissent les codes des microgroupes où se meuvent les acteurs. Il introduit donc de potentielles lignes de fuite dans une conjoncture où la consommation a à la fois massifié les individus et surenchéri sur leur individualisation. Il provoque ainsi des exclusions d'autant plus radicales que, dans l'esprit des sujets, elles semblent se jouer sur une scène globale. Baudrillard notait corollairement que le procès de consommation rend plus violente, plus aiguë la compétition sous toutes ses formes. Ce constat peut se traduire aujourd'hui, en temps de crise, dans les termes d'un imaginaire globalisé d'une concurrence généralisée, renvoyant certains au troc, au microcrédit, à des pénuries criantes, tandis que d'autres s'absorbent dans la jouissance consumériste, protégés par de hauts murs et des gardes de sécurité privés. La dimension théâtrale de cet imaginaire est assurée en particulier par la diffusion brutale des images numériques, la rapidité des effondrements des économies nationales, la fulgurance de leur reprise, l'émergence de héros globaux, leur disparition instantanée. L'importance de ce spectacle global, accessible à tous à travers smartphones et iPad, ne doit pourtant pas faire oublier que les logiques de consommation restent fondamentalement singulières, liées au capital culturel des sociétés. Une double perspective sur la singularisation et la globalisation du consumérisme doit donc être maintenue, avec une attention renforcée sur les injonctions paradoxales qui pèsent sur les acteurs. Il s'agit pour ceux-ci d'appartenir au monde global et d'élever leur statut dans les hiérarchies de leur groupe d'insertion, ce qui provoque des contradictions intenses. Les femmes concrétisent avec excellence ces contradictions. Elles sont en effet de plus en plus visiblement sur un mode ostentatoire, des objets de consommation, par exemple dans les alliances matrimoniales au sein de nombreux pays ou encore, dans le trafic global, où elles circulent de main en main passant les frontières comme des ombres, transparentes. Mais, actrices consommatrices, elles sont aussi libres de s'acheter des corps objets idéaux sur un marché global florissant, tel celui des prothèses mammaires, identiques de la Chine au Brésil, à l'Argentine, etc. Codes singuliers et normes globales s'interpénètrent dans deux scènes clivées, redoublant l'efficience des logiques consuméristes. Les pauvres sont également au cœur des contradictions contemporaines de la consommation. Le pauvre d'autrefois était celui qui manquait de revenus. Le pauvre d'aujourd'hui est celui qui ne consomme pas suffisamment. Les politiques de redistribution agissent, ou tentent d'agir, de plus en plus sur les prix et beaucoup moins sur les revenus. La recherche de compétitivité se nourrit de la destruction, ou de la non-émergence, de la protection des emplois, celle-ci étant très maigrement compensée par des filets d'assistance financés par la fiscalité et non par les cotisations sociales. Avec la dissolution du compromis fordiste, les entreprises n'ont plus besoin de la protection des travailleurs pour asseoir leurs marges. Elles s'appuient désormais sur de nouvelles formes de rente oligopolistique et de dépendance. À l'exception de la Chine, de l'Inde et du Brésil, les politiques nationales d'industrialisation à destination des marchés locaux ont pratiquement disparu. Les cultures de rente comme le café, le cacao, le thé, le sucre et l'huile de palme sont renforcées voire réintroduites là où jadis on avait constaté leur inefficacité pour les économies locales. On assiste à l'émergence de nouvelles chaînes de production à forte valeur ajoutée comme l'horticulture et l'aquaculture, destinées en premier lieu aux supermarchés nord-américains et européens. La production massive de céréales s'intensifie, contrôlée par les géants de l'agro-industrie tout en étant destinée en premier lieu aux biocarburants, à l'élevage bovin et à la spéculation financière, faisant exploser l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale réagit en encourageant l'industrie agroalimentaire à jouer un rôle plus important encore, et à poursuivre l'expropriation de la paysannerie, au nom de la production de produits alimentaires de masse et bon marché. Bien au-delà de l'agroalimentaire, ces nouvelles chaînes de valeur globale sont contrôlées par un nombre très limité de grands groupes, vendeurs ou acheteurs. Si les pays émergents ont réussi à s'y faire une place, les autres, et en particulier en Afrique, continuent de se voir dépossédés de leur capacité de production. Cette quête permanente de profit s'alimente également de marchés nouveaux.
Les montants des dépenses privées de consommation ont quadruplé entre 1960 et 2000, tout en suivant de nouvelles configurations géographiques. En fonction des estimations et des définitions, la classe des consommateurs regrouperait entre 1,5 et 2 milliards de personnes, dont la moitié dans les pays dits en développement. Au cours des 20 dernières années, les classes moyennes et aisées des BRICS ont explosé. Alors que les États-Unis avaient mis 40 ans à construire une société de consommation, la Chine aura mis 10 ans. D'après les données de la Banque mondiale, l'Inde et la Chine concentrent à elles seules 20% de cette classe de consommateurs, avec un total estimé à 362 millions, soit plus que tous les pays de la vieille Europe réunis. Et surtout, le potentiel d'expansion est considérable. Les consommateurs représentent 89% de la population totale en Europe contre 16% en Inde et en Chine. Les dépenses de marketing y augmentent de 10% par an. Aujourd'hui, une nouvelle conquête s'annonce, les pauvres, les ruraux et les femmes. Exclus jusque-là du festin de la consommation, ils y sont désormais conviés. Lancée à la fin des années 90, la formule de C.K. Prahalad, la fortune se trouve au bas de la pyramide, est aujourd'hui célèbre. L'idée consiste à convaincre les multinationales, mais aussi et de plus en plus, les gouvernements et les ONG, de s'intéresser à cette nouvelle niche de marché. D'abord parce qu'il est rentable. Les pauvres ont peu d'argent mais ils sont nombreux, 4 milliards, soit un marché quotidien de 13 milliards de dollars, écrivait Prahalad dans son ouvrage de 2004, ce qui est largement supérieur au seul marché américain. Selon les continents, les pauvres représenteraient ainsi entre 28 et 36% du pouvoir d'achat global. Ensuite, parce que les pauvres en seraient les premiers gagnants par effet de ruissellement. Lancé sur Internet au début des années 1990, publié par la Harvard Business Review en 1998, l'approche BOP a ensuite fait le tour de la planète, proposant de révolutionner le monde de la distribution en inventant de nouveaux business models et des techniques de marketing adaptées à une clientèle massive mais peu solvable. Le succès massif des téléphones portables dans les coins les plus reculés de la planète témoigne de son efficacité. L'approche BOP inspire aujourd'hui de nombreuses multinationales qui se réclament du business social, mais aussi gouvernements, ONG et instances de coopération qui cherchent à promouvoir des marchés inclusifs. Critiqués pour leur insouciance environnementale et leur mépris des économies locales, les promoteurs de la stratégie BOP ont récemment élaboré une seconde version, le BOP 2.0. Brouillant des frontières déjà ténues entre le monde du capital et celui du développement, le BOP 2.0 entend proposer un modèle de consommation favorable aux pauvres, comme dans la version précédente, mais également soutenable. Il s'agit de créer de véritables économies locales et non plus d'exporter des modèles, d'appréhender les pauvres non plus uniquement comme des consommateurs mais comme des partenaires commerciaux, et enfin de miser sur des biens et services qui soient tout à la fois adaptés aux contextes locaux, utiles socialement et respectueux de l'environnement. Le recours aux méthodes participatives, chères au développement, reprend un nouveau souffle. Au cœur de la démarche, elles ont pour but d'identifier les besoins locaux, puis les biens et services adéquats pour ensuite les disséminer et favoriser leur adhésion. Les crèmes cosmétiques blanchissantes visant à l'empowerment des femmes, exemple emblématique du BOP 1.0 et qui avait provoqué la fureur des mouvements féministes indiens, ne sont plus évoquées. L'innovation porte toujours sur les modes de distribution, avec par exemple la création de supermarchés adaptés aux pauvres des pays du Sud, mais aussi sur les modes de production voire l'invention de produits nouveaux comme par exemple crèmes cosmétiques et essences naturelles, génériques antiviraux, médicaments contre la maladie du sommeil, moustiquaires anti-malaria, eau purifiée, pour réfrigérer en terre cuite, four à faible combustion, lampes solaires, produits alimentaires nutritifs, etc. Ce renouvellement incessant du capitalisme provoque la fureur de nombreux lobbies anticonsuméristes et anti-néolibéraux. Artefact à la marchandisation illimitée des biens publics et aux frontières sans cesse repoussées de la responsabilité individuelle, ce capitalisme à visage humain, pour reprendre l'expression de Muhammad Yunus, ne serait que l'entrée à marche forcée de populations entières dans l'ère du consumérisme au nom de prétendus besoins créés de toutes pièces ou encore une nouvelle forme de moralisation des pauvres, désormais garants de la sauvegarde de la planète. Mais ces initiatives suscitent aussi de nombreuses sympathies,
probablement parce qu'elles offrent des raisons d'espérer, mais aussi parce que la consommation reste, et probablement plus que jamais, porteuse d'ambivalence, à la fois libératrice. On ne peut que se réjouir que les enfants puissent désormais faire leurs devoirs autrement qu'à la lumière de la bougie, et aliénatrice. Que vont devoir sacrifier leurs parents pour s'équiper de lampes solaires? Entre monde enchanté et vision apocalyptique, la consommation continue d'exercer son pouvoir d'attraction et de répulsion, tout en soulevant des questions inédites. De nouveaux plateaux sont donc à étudier, et le lecteur est invité dans cet ouvrage à réfléchir sur les sujets-objets qui viennent habiter la quotidienneté particulière des citoyens économiques du monde. Ce sont des sujets pour lesquels les objets consommés ont pris une telle place qu'ils se confondent avec l'identité et se logent dans les poches idiosyncratiques comme des symptômes. Ces sujets, qui n'existent que dans la monstration de leurs objets, se prennent eux-mêmes pour des objets de consommation et trouvent dans la fonctionnalité marchande qu'ils s'appliquent, leur ipséité. Ces sujets-objets surgissent comme les acteurs globalisés de la consommation, mais au-delà de leur rayonnement soudain, ils se brisent, se désarticulent comme des poupées dans la crise financière, frappées de plein fouet par le retrait de leurs objets laissés nus, vides. En effet, l'immanence du sujet à l'objet, à la consommation reste malgré tout un fantasme. Entre le sujet et l'objet se faufile toujours une chise, celle d'un désir qui débouche sur un manque. Si, comme l'écrivait Baudrillard, la consommation est bien un procès d'absorption des signes et par les signes, celui-ci n'est jamais complet, laissant toujours un reste, une trace, une part réservée qui réapparaît dans toutes les crises subjectives comme financières et qui remet à leur place les objets et leurs systèmes. Le social business et la société de consommation pour les pauvres. Comment une nouvelle philanthropie prétend solvabiliser le bas de la pyramide. Jean-Michel Servet. When we tell them, please buy your water, it seems very surprising to them. Buying water? What is this? How can we buy water? I mean, they are looking at us if we were crazy, we are mad. Why should we buy water? We have law of water for free. Socio-marketing officer, Goalmari, Bangladesh. Sal ladies frequently encounter verbal attacks from poor villagers that cannot afford to buy Shakti Deoi. As they have to purchase the yogurt with their money, they get angry. They shout, we don't have any money. Go away from here, or why you are coming to this village to make our children cry. Kerstin Maria Humberg. Parmi les multiples manifestations supposées de l'extension de la société de consommation, parmi les populations réputées pauvres, exclues, marginalisées, etc., grâce à de nouvelles formes de philanthropie capitaliste, la plus médiatisée aujourd'hui est celle du social business. Un nombre croissant d'institutions d'enseignement supérieur contribuent à cette notoriété avec l'appui financier de fondations ou d'entreprises privées. Le Grameen Creative Lab, GCL, à Wiesbaden, Allemagne, la Glasgow Caledonian University dans le domaine de la santé, le California Institute of Social Business basé dans la California State University Channel Islands Campus, la Sun Yat-sen University à Guangzhou, Chine, qui a créé le Yunus Centre for Microcredit and Social Business, la Kyushu University à Fukuoka qui a initié un Grameen Technology Lab en partenariat avec de grandes firmes japonaises et le Yunus Center de L'. Asian Institute of Technology à Bangkok sont quelques-uns des exemples, auxquels il faut ajouter la chaire Entreprise et Pauvreté ouverte en décembre 2008 à HEC Paris avec le soutien de Danone. En Italie, le Yunus Social Business Centre de l'Université de Florence est financé par la Fondazione Un Raggio di Luce et la Fondazione de la Casa di Risparmio de Pistoia e Pescia. Des villes se déclarent citées du social business, comme Wiesbaden en Allemagne, Pistoia en Italie ou Fukuoka au Japon. Ces appuis contribuent à la croyance en la nature par définition positive du social business. Les médias donnent un large écho à ces diverses initiatives. L'analyse critique du social business sera menée ici à partir de deux exemples. Ceux de la production et de la vente de yaourts vitaminés par Danone et d'eau potable par Veolia dans le cadre de leur association avec le groupe Grameen au Bangladesh. Les problèmes sont ensuite abordés à un niveau général pour comprendre les logiques en jeu, notamment en distinguant au sein des actions menées ce qui relève de la solidarité et ce qui peut être assimilé à une nouvelle forme de domination. Définition de la nouvelle philanthropie capitaliste.
Au cours de la première décennie du XXIe siècle, a été médiatisée une forme nouvelle du capitalisme philanthropique, celle d'entreprises de production de biens et services, qui n'ont pas pour but la maximisation des bénéfices réalisés au bénéfice des actionnaires ou de leurs dirigeants, mais qui visent d'abord un équilibre financier des activités afin, par la vente à bas prix de leurs produits, de répondre à la satisfaction d'un besoin particulier de population à faible revenu. Ces besoins jugés prioritaires par les promoteurs de ces initiatives peuvent être collectifs ou individuels. On peut comprendre cet engagement comme une prise de responsabilité sociale en relation directe avec le corps de métier de l'entreprise. Leur logique est différente des formes traditionnelles les plus connues de la philanthropie que sont la charité, la diaconie et le mécénat. Ceux-ci s'appuient directement sur un mécanisme de redistribution, généralement dans le cadre d'organisations qui y sont vouées. La fondation financée par Bill Gates et Warren Buffett est l'exemple actuellement le plus souvent cité de ce nouveau mécénat appliquant des modes de gestion capitaliste à ces institutions. Drapery 2010. Ainsi, ces modes innovants de charité et de mécénat prétendent soumettre l'organisation de ces formes modernes d'apparente gratuité et de bienfaisance à une volonté d'efficacité et répondre tant aux standards organisationnels des entreprises capitalistes que de mesure des résultats indépendamment des bénéfices réalisés. Cette démarche entrepreneuriale appliquée aux dons les rapproche de certains éléments caractéristiques du social business. La distinction d'avec les formes anciennes du mécénat et de la charité tient aussi à ce que les sommes réunies par certaines de ces organisations peuvent aujourd'hui largement dépasser les budgets d'organisations internationales ou bilatérales d'aide au développement. À la différence de la charité et du mécénat, nouvelle manière, les organisations du social business sont des entreprises par action. Mais à l'encontre des entreprises à statut capitaliste habituel, elles ne recherchent pas une rémunération pour les apporteurs de capitaux, fût-elle limitée. Leurs objectifs sont sociaux principalement, mais aussi environnementaux. Par contre, d'autres entreprises à statut capitaliste mais affichant la recherche d'un impact social ou environnemental, se définissant comme partie prenante de l'impact financing et de l'inclusive business, vise une rémunération en quelque sorte raisonnable du capital investi. Alliance for Inclusive Business, 2011, Bug-Levin 2009, Lombard 2011, Freresh, Fulton 2009, Morgan 2010, ainsi que des transferts dans les processus de production. Les promoteurs des formes d'intervention, définis comme social business, impact financing ou inclusive business, affirment rompre avec la logique tant de subventions que de dons caractéristiques du mécénat et de la charité. Elle propose une étape en quelque sorte supérieure dans la mise en place du projet néolibéral, créer des substituts efficaces à l'action de l'État ou à celle des organisations non gouvernementales. De ces trois formes nouvelles de philanthropie à risque, le social business est actuellement la plus médiatisée. Réalisé par des entreprises de production de biens et services, il vise le simple équilibre financier dans une production particulière généralement destinée à des populations à faible revenu. Ce n'est pas le cas de toutes comme le montre l'exemple de la laiterie du Berger du Sénégal, dont les produits tels que crème et yaourts non vitaminés sont vendus aux classes moyennes de Dakar. L'objectif est là de fournir dans un territoire donné un revenu stable et plus élevé à une population particulière, des éleveurs foulbes, en valorisant leur savoir-faire et leurs produits. Ces expériences de développement localisé, beaucoup moins nombreuses que celles du modèle des multinationales présentées ici, devraient faire l'objet d'une analyse spécifique et approfondie de la relation entre production, circulation et consommation. En vendant à bas prix, il s'agit de permettre la satisfaction d'un besoin matériel particulier du public cible. La médiatisation des initiatives de M. Younous, sans doute liée au fait que ces alliances sont réalisées avec de puissantes multinationales le soutenant envers et contre toute critique, ne doit pas faire oublier d'autres initiatives similaires. Cemex, la plus grande cimenterie du Mexique, en lançant le programme Patrimonio Hoy, est entrée sur le marché des constructeurs potentiels à faible revenu. Elle a fourni des clubs d'épargne permettant aux futurs constructeurs d'accumuler pour construire leur propre maison. Cemex a aussi mis à disposition des entrepôts de stockage des matériaux de construction nécessaires et a donné un soutien architectural afin que les maisons soient bien construites.
Le programme a été initié au Mexique à la suite de la crise des années 1994 à 1995, durant lesquelles les ventes de ciment aux entreprises formelles ont chuté de moitié tandis que les ventes pour la construction informelle ne baissaient que de 10 à 20%. Entre 1998 et 2010, Patrimonio Hoy a bénéficié à 294 000 familles mexicaines. Cemex l'a étendu en 2005 à la Colombie. Elle le développe aussi au Costa Rica, au Nicaragua et en République dominicaine. Les modalités de fonctionnement du social business sont supposées être similaires à celles de toute autre entreprise soumise à la concurrence. Ses promoteurs prétendent que l'économie dite de marché, comprenant de propriété privée et de concurrence, est plus efficace pour produire des biens et des services que tout autre mode d'organisation. Mais, à la différence des entreprises en quelque sorte normales soumises aux intérêts de leurs propriétaires actionnaires, l'objectif des entreprises de social business n'est pas la maximisation et la répartition des bénéfices au profit de leurs actionnaires ou la rémunération de leurs dirigeants. La satisfaction de besoins de populations qualifiées de pauvres, bien plus en tant que consommateurs qu'en tant que producteurs, devient l'objectif affiché par cette entreprise, filiale ou joint venture d'une entreprise réalisant directement des bénéfices par ailleurs auprès d'autres consommateurs à pouvoir d'achat supérieur. Lorsque des profits sont réalisés par l'entreprise relevant d'un statut de social business, ils sont pour l'essentiel réinvestis dans l'entreprise afin de permettre l'expansion du projet. L'entreprise peut à tout moment se retirer de celui-ci. Elle ne recevra alors que le montant nominal du capital antérieurement investi. On doit remarquer que si la forme juridique est inhabituelle, le projet en lui-même, qui est d'atteindre des couches de population à bas niveau de revenus en mobilisant une part de philanthropie, n'est pas nouveau comme nous l'avons vu avec le programme Patrimonio Hoy en Amérique latine. La différence est que ce type d'initiative était antérieurement réalisé à l'intérieur même des entreprises, dans un département spécialisé. Il l'est maintenant de façon en partie autonome de l'entreprise mère, et en relation avec une organisation supposée bien connaître les particularités de la clientèle visée, et prétendant la représenter. L'organisation de la production et de la diffusion est a priori adaptée à partir de celle des entreprises ayant des tailles et des chiffres beaucoup plus élevés. La première usine de yaourt Danone Grameen au Bangladesh par exemple représente moins de 4% de celle d'une usine de ce type en Europe. Humbert 2011 page 131. On doit noter aussi que la gamme de biens et services que le social business se propose de couvrir est beaucoup plus étendue que le champ de services et de biens généralement jusque-là offerts par les organisations de la société civile, notamment à travers le soutien qu'elles reçoivent des fondations et des autorités publiques. Avant même la formulation d'une stratégie de social business, la Grameen avait développé ses activités de manière extrêmement large, avec le téléphone et le textile notamment. Parmi ces initiatives plus récentes, la fabrication de chaussures en association avec Adidas afin d'en produire à moins d'$1 la paire, afin de supprimer pour les plus démunis la marche pieds nus et lutter ainsi contre certaines maladies endémiques engendrées par cette absence de protection. Ou Grameen Shakti qui vend chaque jour plus d'1 millier d'équipements solaires domestiques. 1 million de familles en zone rurale du Bangladesh en seront dotées d'ici octobre 2012. Relevons qu'en tant qu'entreprise privée, le social business s'investit en particulier dans la production de biens et services publics, comme la fourniture d'eau, de soins médicaux ou d'éducation. Nous observerons ici les deux exemples les plus souvent cités. Les associations avec Danone pour produire et vendre des yaourts vitaminés et avec Veolia pour fournir de l'eau purifiée. L'un correspond à une offre d'un bien de consommation privée pouvant faire l'objet de choix de biens et services alternatifs par le consommateur. L'autre à celle d'un service pouvant être considéré comme un bien public nécessaire à tous. Dans d'autres secteurs, la Grameen a engagé d'autres collaborations. Avec Intel pour l'informatique, avec BASF dans le domaine de la santé notamment. Cette stratégie est internationale comme le montrent les accords passés avec des groupes allemands, BASF, Adidas, américains, Intel, français Danone et Veolia et japonais, Uniqlo. En agissant ainsi, cette nouvelle philanthropie s'inscrit dans la même logique que celle des actions commerciales visant des clientèles nouvelles se situant au bottom of the pyramid. Cette base de la pyramide a été définie, notamment à la suite des travaux de C.K. Prahalad,
comme les 4 milliards d'acheteurs potentiels ayant un revenu par tête annuel inférieur à 1 500 $, en parité de pouvoir d'achat. Il s'agit de vastes segments de clientèle non atteints ou difficilement atteignables par les stratégies commerciales actuelles standards des grandes firmes dont les produits et services sont destinés à des populations aux revenus très supérieurs, représentant the top of the pyramid, une élite étroite dans les pays dits émergents et surtout en développement. Or, le pouvoir d'achat global des habitants de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, de l'Indonésie, de la Turquie, de l'Afrique du Sud et de la Thaïlande, qui représentent les 7/10 de la population mondiale, est d'ores et déjà supérieur par exemple à celui cumulé du Japon, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Des éléments favorables pour atteindre cette clientèle se trouvent dans le fait que ces pays comprennent désormais de très fortes concentrations urbaines. Ceci y diminue beaucoup les coûts de distribution d'un produit ou service standardisé. Mais pour atteindre les zones rurales où réside une grande partie des populations dites pauvres, et surtout extrêmement pauvres, se posent des problèmes particuliers et des solutions adaptées sont nécessaires. Ces biens et services doivent être accessibles par leur prix, y compris grâce à une vente en dose de très petites quantités pouvant être acquises par des clients aux faibles sources de revenus parfois quotidiennes, accessibles aussi par les connaissances que leurs usages supposent, adaptés par leur robustesse du fait des conditions de transport, de logement et de leur équipement et plus généralement du cadre de vie de leurs utilisateurs, et facilement disponibles grâce à leur réseau de distribution, qui doivent entretenir des relations de proximité à la fois spatiales et sociales avec leurs utilisateurs potentiels. Il paraît aussi possible, mais pas seulement, de s'appuyer sur les nouvelles techniques de télécommunication et l'information pour informer les clientèles cibles, et pour la diffusion elle-même de certains de ces biens et services. La diffusion de ces produits et services est supposée aussi facilitée par la densité des réseaux sociaux, permettant leur connaissance par le bouche à oreille. Tout ceci doit contribuer à l'essor de relations de confiance indispensables à l'acceptation de ces produits et services, et ceci allège les frais publicitaires, composante traditionnellement forte des services et produits industrialisés diffusés par des producteurs ou diffuseurs en concurrence oligopolistique. Toutefois, il s'agit d'objectifs affichés. Or, quelques années encore après le démarrage de ces initiatives, il est exceptionnel que l'on dispose d'une confrontation entre les objectifs des entreprises pratiquant une stratégie pour la base de la pyramide et l'impact effectif des actions menées. Il est remarquable par exemple qu'alors que le projet de Veolia Grameen de fourniture d'eau potable avait affiché lors de son lancement comme cible les populations rurales pauvres du Bangladesh, qu'aucun indicateur de pauvreté n'a été retenu pour choisir le site d'implantation de la première usine de traitement des eaux et du projet. Seuls les critères techniques du taux de pollution des puits l'ont été ainsi que la proximité de l'eau de surface à traiter. Humbert 2011, pages 179 à 180. En conséquence, cette zone comporte des populations à revenus moyens, et une proportion moindre de pauvres que d'autres régions du pays. En général, la communication des entreprises impliquées est basée uniquement et longtemps sur un affichage des bonnes intentions des promoteurs et des moyens supposés efficaces pour y parvenir. Elle l'est beaucoup moins, voire pas du tout, sur une analyse détaillée de ce qui serait des succès et nécessairement des échecs partiels ou plus larges. Or, il est impossible d'en rester aux bonnes intentions, pas plus pour des initiatives privées que publiques. En général, ces nouvelles entreprises impliquent très peu les clientèles visées dans la définition de leurs besoins solvables. Ceux-ci sont énoncés sur le mode de l'évidence alors que la hiérarchie ressentie des besoins peut être très différente vue du haut de la pyramide, d'où partent les initiatives des entreprises que par les populations. Celles-ci sont invitées à participer comme consommateurs passifs, pour ce qui est de la définition de ce qui pourrait s'exprimer sous la forme d'une demande. Nous sommes bien là dans une appréhension de plus en plus étroite de la liberté des personnes et des groupes, celle-ci étant principalement assimilée à leur faculté d'acquérir sur un marché des biens et services dont des études de marché préalables permettent d'anticiper la demande. Il convient donc aussi de comprendre les conséquences au niveau local, mais aussi les effets à niveau global de cette nouvelle façon de vouloir répondre aux besoins supposés des populations, et plus généralement aux questions dites de société. L'implication de leaders de la société civile, ou d'anciens leaders,
ne garantit en rien que les choix soient démocratiques, car ces soi-disant représentants ne le sont le plus souvent que par leur autoproclamation et par leur désignation par des groupes d'intérêt. Abordons maintenant ce qui constitue les deux exemples sans doute les moins mal documentés à ce jour de l'association du groupe Grameen avec deux multinationales françaises. L'exemple de la production de yaourts vitaminés par une société conjointe Grameen Danone au Bangladesh, et celui de l'eau purifiée avec Veolia. Même si Mohamed Younous n'est pas le seul à avoir développé ce type de stratégie et que d'autres modèles peuvent s'en réclamer, il offre l'exemple le plus frappant en ce domaine par le nombre et la diversité des entreprises mises en place autour de la Grameen Bank au Bangladesh. Les contours de cette nébuleuse sont flous. Selon les sources, le nombre d'entreprises en relation avec elle, allant du textile à la formation en passant par la construction ou le high-tech, varie d'une 50aine d'entreprises à 27, dont une minorité sans doute répond aux critères affichés pour définir de façon stricte le social business. La plus ancienne et la plus importante, mais antérieure au développement de ce concept, est la Grameen Phone Ltd, Younous 2009 page 12, 13, aujourd'hui principal opérateur téléphonique et Internet dans le pays avec un chiffre annuel d'affaires équivalent à près d'1 milliard de dollars. En première partie ont été cités quelques exemples de ces nombreuses associations, à propos desquelles le rapport rédigé par le député français Paul Jacobi, à la suite d'une mission du 31 janvier au 5 février 2011 au Bangladesh, parle d'entreprises en quelque sorte franchisées par la personnalité charismatique de Mohamed Younous. Celui-ci décrit ainsi le processus de leur création. When I started to work with poor people, I started noticing many other problems besides the need for credit. As a problem of education, so I created Grameen Education. As a health problem, I created Grameen Kalyan Wellbeing, Marketing Problems, Grameen Check, Agricultural Problem, Grameen Krishi or Agriculture, Fisheries and Animal Farming Problem, Grameen Fisheries, Technology Problem, Grameen Telecom, Grameen Communication, Insurance Problem, Grameen Byapsa Bikash, Electricity Problem and Problem of Cooking Stoves, Grameen Shakti and so on. Toutes n'ont pas été des réussites. La tentative de fabriquer un aliment pour bébé s'est vite, après le sevrage, concurrent d'un produit importé, bien que vendu à prix inférieur à celui-ci, s'est soldé par un échec du fait des carences du partenaire selon M. Younous, Younous 2009 page 13. Faute d'informations assez précises sur les autres initiatives, sont ici analysées seulement la production de yaourts avec Danone et celle d'eau dépourvue d'arsenic avec Veolia. Il est très difficile d'avoir une idée précise de l'impact de ces entreprises sur le bien-être des supposés bénéficiaires, en dehors d'affirmations répétées de bonnes intentions de part et d'autre. Car, au-delà de données très générales et de l'annonce très médiatisée des projets, les activités de social business de la Grameen sont mal connues. Certains textes émanent de la Grameen ou sont co-signés par le professeur Younous et par différents universitaires. Younous et Ali, 2009-2012. Mais ces textes sont trop proches des initiateurs des projets pour pouvoir être considérés comme des sources scientifiquement fiables, même si des informations sur les limites des projets sont intégrées. Il faudrait qu'ils soient validés par d'autres enquêtes indépendantes. De ce point de vue, l'ouvrage Poverty Reduction through Social Business? Lessons Learned from Grameen Joint Ventures in Bangladesh de Kerstin Maria Humbert, 2011, y répond. Elle considère le Bangladesh comme un laboratoire du social business, et elle a pu analyser les expériences de Danone et de Veolia à partir d'une étude de terrain qu'elle a menée pendant 5 mois de novembre 2009 à avril 2010 dans le cadre de sa recherche doctorale. Elle a manifesté un regard critique et constructif, alors que la plupart des articles de presse sont hagiographiques et confondent objectif et réalité. Une source d'information pertinente comme regard extérieur est le rapport rédigé par le député français Paul Jacobi à la suite d'une mission parlementaire du 31 janvier au 5 février 2011 au Bangladesh. Mais il s'attache quasi uniquement au cas de la production des yaourts avec Danone, et le temps d'observation a été très limité. Pour comprendre le fonctionnement et saisir certaines limites du social business promu par M. Younous, prenons tout d'abord l'exemple de l'entreprise la plus médiatisée, celle produisant des yaourts. Cette opération a été mise en place en 2006 à travers Grameen Danone Foods,
Une compagnie ayant au Bangladesh le statut de social business, c'est-à-dire sans but lucratif et qui a été créée sous forme de joint venture 50-50e, avec la participation de Groupe Danone France et de 4 compagnies du groupe Grameen au Bangladesh, Grameen Biabosha Bikash, Grameen Kalyan, Grameen Shakti et Grameen Telecom. Son objectif a été de construire entre 2006 et 2016 au Bangladesh 51 usines fabriquant le yaourt Shakti DOI, le yaourt qui rend fort. Il s'agit de le produire sur place grâce au soutien technique de la multinationale agroalimentaire française. Le but affiché tant du côté de Danone que de la Grameen est de lutter contre la malnutrition infantile dans un pays où la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance physique. Humbert 2011 page 128. Toutefois, un doute existe quant à la capacité de la consommation de nouvelles compositions du yaourt d'y répondre pleinement. Humbert 2011 page 152. Une première remarque en faveur de l'initiative est le pourcentage du prix du produit allant directement au producteur de lait, 30% du prix de vente, ce qui est beaucoup plus que ce qu'un paysan français par exemple perçoit à la suite de la vente d'un yaourt dans un supermarché. La deuxième remarque, a priori elle aussi favorable au projet, touche aux emplois déjà créés par une seule usine. Selon Humbert 2011 page 171, au printemps 2010, cette activité de production et vente de yaourts engendrait à Bogra District 500 emplois. 70 permanents travaillant directement dans l'usine, 230 fermiers fournissant le lait, 175 chargés de la vente aux consommateurs et 50 emplois associés. Ces chiffres seraient en décembre 2010 passés à 370 fermiers et à 821 chargés de la vente. Il est à noter qu'un certain nombre de femmes qui commercialisaient les yaourts avaient cessé de le faire en 2008, car cette activité dégageait pour elles des revenus insuffisants. Danone a alors dû revoir le prix de vente et réduire la taille des yaourts. Humbert 2011 page 149. En 2010, l'usine a produit 60 000 yaourts par jour. Humbert 2011 page 134 affirme que ces Shakti DOI ne sont pas entrés en concurrence avec le Mishi DOI, un yaourt local utilisé comme dessert pour des cérémonies familiales et comme ingrédient culinaire, ainsi qu'avec leurs distributeurs parce que les Shakti DOI ne sont pas considérés comme substituables au Mishi DOI et sont plutôt pensés comme des médicaments. Telle n'est pas l'image que Danone voulait promouvoir du yaourt qui rend fort, car Bogra, lieu d'implantation de la première usine, à 140 miles au nord-ouest de Dhaka, est une cité industrielle connue dans le pays pour ses productions de sucreries et de yaourts. Humbert 2011 page 129. Compte tenu du faible développement actuel de l'opération, la concurrence ne semble pas encore s'être fait sentir. Mais, à défaut d'informations précises notamment sur certaines modifications dans les dépenses des ménages consommant ces yaourts, il reste difficile de comptabiliser tous les emplois nouveaux affichés comme une création nette d'emplois. Est promu un nouveau modèle de relation de travail pour produire localement, sous la forme du salariat pour les employés de l'usine, et d'un quasi-salariat, pour les fournisseurs de lait et dans le cas du paiement au pourcentage pour les revendeuses. De fait, le social business s'oppose à des relations informelles de production, en particulier à leur capacité spoliatrice, protectrice, mais aussi solidaire. Il crée des modes nouveaux de dépendance dans le travail et dans la commercialisation, fondés sur une logique de relations marchandes concurrentielles. Trying to realize a proximity business model, the company involve local communities in all parts of its value chain. A Offspring 2010, around 280 farmers act as suppliers of raw maintenance and production, and around 175 local women are engaged as sales ladies in daily rural distribution. In order to maintain the flavor, texture and acid content of the yogurt in the absence of a functioning cold chain, Grameen Danone emphasizes a quick turnaround, 48 tours, from the factory to consumer. Humbert 2011 page 133. Ainsi, derrière des relations en apparence fonctionnelles se profile la main invisible du marché. Troisième remarque. Chaque petit pot fabriqué et vendu est supposé contenir assez de vitamines et de minéraux pour constituer le complément alimentaire indispensable au développement physique d'un enfant. Pour cela, il faudrait qu'il consomme 2 pots par semaine. Selon le modèle du pot, chaque Shakti DOI est vendu entre 5 et 7 taka, l'équivalent de 5 à 7 centimes d'euros. Malgré la faiblesse de son prix unitaire,
Un obstacle à la diffusion de ce produit est le pourcentage du budget que chaque famille devrait consacrer à son achat. Si ce prix est comparé au salaire minimum légal au Bangladesh, 3 000 takas par mois, au salaire moyen dans les entreprises textiles, 6 000 takas par mois, et au revenu d'un paysan, moins de 2 000 takas par mois, il impliquerait qu'une famille de 4 enfants voulant offrir 2 yaourts par semaine à chacun y consacrerait entre 160 takas et 224 takas selon le modèle du pot, soit environ 200 takas par famille. Pour les paysans ayant moins de 2 000 takas de revenus mensuels, cela représenterait environ le dixième de celui-ci. Croire que la population pauvre et surtout très pauvre du Bangladesh, notamment rurale, pourrait largement les consommer paraît irréaliste si l'on tient compte de l'ensemble des dépenses incompressibles de ces ménages. Ceci explique que Grameen Danone ait revu ses objectifs et vende aujourd'hui 80% de sa production de Shakti DOI en ville, Humbert, 2011, page 176. L'exemple de la commercialisation d'eau potable par Veolia s'est heurté, nous le verrons, au même problème d'une anticipation exagérée du marché local potentiel solvable du produit, et a conduit à une évolution similaire. Certaines familles consomment les yaourts tout comme l'eau purifiée dans des circonstances exceptionnelles, comme des fêtes. Dans ce cas, cette pratique ne peut avoir un effet durable sur la santé des populations. Mais ce processus ouvre aussi la voie à des extensions futures des marchés pour les multinationales qui lancent ces partenariats, ou y répondent. Sera ultérieurement aussi abordée la modification consécutive de modes locaux de consommation et de commercialisation. D'autres limites ont été notées, notamment par la délégation parlementaire française. Elles touchent à la production du lait. La traite dans les exploitations approvisionnant l'usine fournit 2 à 5 litres de lait, 7 selon Humbert 2011, par vache par jour alors qu'une vache laitière française par exemple en produit en moyenne 30. Ceci provient non seulement de la variété du cheptel, mais aussi de la nourriture qui lui est donnée. De la paille de riz et des compléments alimentaires au soja achetés 30 takas le kilo, ainsi que de l'herbe quand cela est possible grâce à l'ensemencement du fond des rizières. Il serait donc pertinent de suivre ici la chaîne de production et de valeur, pour mesurer la part du surplus allant aux producteurs et indirectement aux vendeurs de soja par exemple. La délégation a remarqué aussi qu'une part du coût de vente du Shakti DOI provenait de son emballage plastique. Il serait plus écologique de recourir à des récipients traditionnels réutilisables en fer ou jetables en terre cuite, tels qu'on les rencontre dans la région. Fort heureusement, les pots en plastique ne sont pas jetés et sont conservés par les enfants. Ils ne polluent donc pas l'environnement. Humbert 2011, page 169. Mais, la firme Danone impose à travers ses pots en plastique un modèle uniforme de consommation. Ceci est vrai non seulement de l'emballage mais du produit lui-même quand il se substitue à d'autres consommations et qu'il oblige par exemple à l'usage d'une cuillère. L'usage d'un intermédiaire pour absorber un aliment est en soi une révolution culturelle dans des sociétés où la main sert communément à porter la nourriture à la bouche. Les anciennes modalités de l'aide au développement se proposaient souvent d'améliorer la qualité des produits consommés localement et les techniques de leur production, y compris par la formation des mères de famille pour ce qui est de la consommation d'une part, et des agriculteurs et des artisans d'autre part pour ce qui est de la production et de la distribution. Le social business vise surtout à intégrer les populations dites pauvres, à une consommation de masse largement normalisée à l'échelle planétaire par les grandes firmes. Participer à la modernité supposée, c'est consommer ou plus exactement c'est acquérir les productions adaptées par ces multinationales pour étendre leur marché. Ce faisant, ces firmes contribuent à une uniformisation culturelle des modes de consommation, pour ne pas dire à un sous-développement culturel, Cecconi 1975. Indirectement, ceci engendre dans d'autres champs des oppositions plus ou moins violentes à cette occidentalisation, dans une sorte de mécanique compensatrice. On voit à travers cette production et cette vente du Shakti DOI que ce type de social business ne propose ici ni de véritable progrès des conditions techniques et sociales de la production. Il s'agit d'un transfert adapté à une échelle de production réduite, ni d'avancées démocratiques par l'implication des consommateurs dans les choix productifs et commerciaux. Nous y reviendrons. Une dernière limite sur laquelle Humbert, 2011, pages 140 à 141, 142,
154, met particulièrement l'accent, est l'échec économique et financier à court terme de l'opération. Les pertes résultant de celle-ci se sont accrues d'année en année. L'objectif premier de vendre à une population rurale pauvre dans un rayon de 30 km autour de l'usine s'est soldé par un échec cuisant. La pénétration de ce marché est inférieure à 1%. 80% des ventes se font en dehors de cette zone et 43% de celles-ci l'étaient en 2010 dans les principales villes du pays comme Dhaka, Chittagong et Sylhet. Ceux qui ont stigmatisé les échecs des interventions administrées en matière de développement ou celles des organisations non gouvernementales devraient s'interroger sur ceux du secteur privé. Abordons maintenant un autre exemple, celui de la production d'eau potable par une initiative conjointe du groupe Grameen et de Veolia Environnement, Humbert 2011, page 177 SQUARE. Il s'agit donc là, à la différence du cas précédent, de ce qui peut être considéré comme un bien public. L'eau de plus de la moitié des puits au Bangladesh connaît une forte contamination à l'arsenic, la plus importante de l'histoire selon l'Organisation mondiale de la santé. À cela s'ajoute que tous les villages sont plus ou moins touchés. 8 puits sur 10 sont contaminés dans plus de 8000 villages. Le projet avec Veolia a démarré en 2008 par la création d'une société traitant l'eau de surface pour la revendre à faible prix. D'un point de vue environnemental, ce choix technique plutôt que celui de pomper une eau pure à grande profondeur offre l'avantage de préserver les ressources des nappes phréatiques du pays. Le projet initial de Veolia Grameen visait un marché de 100 000 clients dans le centre et le sud du Bangladesh. Une difficulté importante dans l'essor d'un tel projet est la fixation du prix du bien ou service. Il l'a été à 2,5 taka, 3,40 cents de dollars US par 10 litres pour la première usine de traitement des eaux et 3 taka, 4,10 cents de dollars US au robinet de distribution dans le village. Ce premier site est à Goalmari Union, une zone située à 50 km au sud-est de Dhaka, la capitale. Ici, plus de 60% des ménages y ont pour principale source de revenus l'agriculture. La commercialisation des productions y est limitée du fait d'un manque de moyens de transport, en particulier en saison des pluies, et aussi d'information, Humbert 2011, page 180. Initialement, la compagnie visait un marché dans ce village et ses alentours, d'au moins 20 000 ménages. Elle pensait par exemple vendre cette eau à ceux habitant à proximité de l'usine de production, grâce à une distribution par tuyau. Remarquons que cette technique présente l'avantage de s'assurer que l'eau reste pure jusqu'au consommateur final, car les récipients utilisés par les clients pour transporter et stocker l'eau vendue peuvent eux-mêmes constituer une source de pollution. Un problème similaire a été remarqué Humbert 2011, page 133, 134, 135, à propos de la distribution et de la consommation des yaourts, l'absence de réfrigérateur créant des ruptures dans la chaîne du froid. Les ingérés supposent aussi d'avoir à disposition une cuillère, faute de quoi l'usage de mains polluées des enfants conduit à l'absorption de microbes. Humbert 2011, page 169. L'incapacité de lire pour comprendre la date d'expiration conduit à attribuer la mauvaise odeur d'un yaourt non au fait qu'il est avarié mais que ce produit est un médicament destiné à soigner. Humbert 2011, page 170. La connaissance de nouveaux produits par des clients situés au bas de la pyramide ne peut pas être spontanée. Pour qu'un produit devienne familier et soit accepté, il faut que s'exerce un processus d'apprentissage, voire qu'une expertise soit reconnue. Des groupes de discussion ont été menés tardivement, en 2010, et des études anthropologiques et sociales avec l'appui de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat social de l'ESSEC, pour saisir d'éventuels obstacles culturels, sociaux, etc., à la diffusion du produit. Younous, 2012, 22 et 23. Sans doute, les études préalables avaient été insuffisantes pour intégrer pleinement les freins à la diffusion d'une innovation. Une difficulté pour convaincre les ménages de cesser de boire et de cuisiner avec l'eau contaminée des puits est que celle-ci est limpide, et que les symptômes de maladies tels que le cancer des reins, des poumons ou de la vessie ne sont ni immédiats ni facilement mis en relation avec la consommation d'une eau dont la pollution est invisible. Il est difficile pour les populations de corréler la dépense faite en achetant une eau pure et une réduction des frais médicaux occasionnés quand une eau réputée polluée est absorbée. L'action de campagne d'information menée par le projet a progressivement sensibilisé les populations à ce risque.
Aujourd'hui, les 8/10 de la population savent que l'arsenic contenu dans l'eau des puits peut porter atteinte à leur santé. Toutefois, ceci n'a pas permis d'accroître immédiatement de façon spectaculaire le nombre de clients. En mars 2010, selon les données collectées par Kerstin Maria Humbert 2011 page 185, 60 à 70% des ménages consommaient l'eau de puits contaminée par l'arsenic, 20 à 30% l'eau de puits profond non contaminée, la plupart étant privée, environ 5% l'eau d'étang ou de rivière, dangereuse pour la santé en raison de pollution chimique et fécale, et seulement 2% L'. Eau purifiée par Veolia. Les achats d'eau en bouteille dans des boutiques et restaurants étaient sporadiques et réservés à des moments exceptionnels. La purification de l'eau par filtre ou par l'ajout de substances chimiques n'est pas pratiquée par les habitants de la localité hormis dans des périodes d'inondation. Il aurait fallu qu'au minimum 60 000 à 70 000 litres d'eau purifiée soient vendus chaque mois, pour que les seuls coûts de vente soient couverts. Or, la première année au maximum 60 000 litres l'ont été durant la saison d'été 2009, et 38 000 à 40 000 durant les mois d'hiver. Humbert 2011, 190 à 191. Le niveau minimum de vente pour couvrir le coût de production du site n'a été atteint qu'en avril 2010. Or, les seuls coûts administratifs de l'opération représentent 90% du coût total. En avril 2010, l'usine de traitement des eaux ne tournait qu'à 5% de sa capacité et seulement 13% de la population cible de la localité a été atteinte, ceci conduisant à une accumulation de pertes pour Veolia, Humbert 2011 page 191. À la suite de cet échec de la commercialisation de l'eau auprès des populations, non seulement en nombre de ménages, 112 seulement sur 880, mais aussi en quantité achetée par ménage, 10 à 12 litres au lieu des 30 anticipés, la société a revu sa stratégie pour espérer une future rentabilité. Des bonbonnes d'eau sont aujourd'hui vendues plus cher à Dakar, notamment dans les hôtels, Humbert 2011 page 202. Cette différence de prix permet de couvrir les fortes pertes subies en zone rurale. Veolia projetait un équilibre financier en 2014 à 2015. On peut douter qu'il puisse être atteint si est maintenue la cible initiale de population très pauvre. Dans l'institution financière Grameen Bank existe une représentation des clients ES. Même si leur présence peut paraître sans effet direct important sur le management de la banque, compte tenu de l'aura dont bénéficie M. Younous auprès de ces personnes dont lui-même souligne l'analphabétisme, dans le cas des autres entités ayant l'appellation Grameen et promouvant le social business, cette représentation des clients est absente. À cela s'ajoute que certains au Bangladesh accusent des proches de M. Younous d'avoir des intérêts personnels dans ces entreprises du groupe où ils siègent dans les conseils d'administration. L'enquête réclamée en 2012 par le gouvernement du Bangladesh, si elle n'est pas bloquée par les sympathisants de M. Younous et des groupes d'influence en partie étrangers, devrait permettre de valider ou de rejeter ces accusations. Le principal vice du système est qu'il s'agit d'un modèle top-down rendu possible à une échelle restreinte par les profits que réalisent par ailleurs certaines multinationales. Toutes ne renoncent pas à leur part de profit dans leur association avec la Grameen. Par exemple Telenor, principal fournisseur de services téléphoniques en Norvège et qui possède 55,8% des parts de Grameenphone. Cette relation imposée de l'extérieur est manifeste dans la publicité par Intel de ses liens avec la Grameen. On y voit l'incitation faite aux paysans, grâce à cet instrument adapté, de bien capter l'information pour acquérir les produits conformes à une normalité internationalisée. Une vidéo de promotion montre que l'ordinateur à bon marché est assez robuste pour être jeté par terre sans se casser. Aucune promotion de l'économie locale endogène n'existe, si ce n'est dans les emplois créés pour, dans certains cas, la production et surtout la diffusion des produits. Celle-ci peut s'appuyer sur les clientes emprunteuses de la Grameen Bank. Les relations encouragées sont celles de cycles courts, voire très courts, dans le lien entre production et consommation. Ce rapport de domination imposé de l'extérieur aux populations correspond à ce que l'on a pu désigner à propos des fondations, comme une organisation plutocratique de la société. Remarquons qu'un grand nombre d'actions des entreprises mères sont détenues par ceux qu'on désigne sous le vocable investisseurs institutionnels.
Tant que le social business n'a pas fait la preuve de son efficacité économique et financière selon les normes dominantes du système de production et d'échange avec lequel il prétend pouvoir être compétitif. Autrement dit que les entreprises de social business ne couvrent pas tous leurs coûts par les recettes dégagées par leurs ventes, cette philanthropie à risque ne peut être qu'une forme nouvelle de charité ou de mécénat. Ceci limite l'expansion du modèle pour en faire, comme le croient certains admirateurs de l'initiative de M. Yunus, une alternative solidaire. Comment les compagnies d'assurance ou les caisses de retraite pourraient accepter de placer massivement dans ces projets sans perspective suffisamment rapide de gains limités mais pérennes ? Le modèle a donc, dans son expansion même, une limite financière pour peser d'un poids considérable dans la production mondiale, sauf à ce que les dirigeants des firmes soient convaincus et persuadent leurs principaux actionnaires que cette dépense peut constituer une opération publicitaire nécessaire pour donner une bonne image de l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale, ou qu'elle est une condition essentielle à l'extension future de leur marché pour atteindre la base de la pyramide, où les faibles gains unitaires seraient compensés par un grand nombre de consommateurs. L'intervention de la gramine dans certains secteurs, comme la fourniture d'eau potable et les communications, montre aussi une face plus contestable du social business, sa volonté d'agir dans le champ de la production de biens publics et donc de se substituer à l'État comme entité collective. Il est important de relever ici que le modèle promu par la gramine refuse toute subvention publique, ce qu'illustre le dogmatisme idéologique présidant à sa mise en place. L'eau vendue dans le site de production par Veolia par exemple l'est au même prix pour tous, quel que soit le degré de pauvreté ou de richesse du client. Il n'existe pas dans le projet de discrimination positive telle qu'on l'observe dans certains pays où les premiers mètres cubes d'eau consommés coûtent moins cher que les quantités additionnelles. Le contre-argument pouvant être ici que, dans de nombreux bidonvilles à travers le monde, desservis par camions-citernes, leurs habitants paient l'eau ainsi livrée à domicile plus cher au litre qu'elle n'est facturée grâce à des compteurs dans les habitations de populations à revenus supérieurs. Le social business apparaît comme une nouvelle forme d'expansion du néolibéralisme faisant du marché organisé selon un principe de concurrence, le mode dominant organisateur de la production, des échanges et de la consommation de biens et services. La présentation qui a été faite de l'expérience du social business promue par M. Yunus incite donc à mener une analyse plus générale de cette approche et de son impact. Le quintuple mouvement à la base de l'essor de cette nouvelle philanthropie capitaliste. Suivre les exemples au Bangladesh d'implantation en association avec la gramine de Danone et Veolia a permis de constater la distance considérable existant entre leurs bonnes intentions et ce que leurs interventions ont effectivement permis en matière d'accès pour les pauvres, et surtout pour les très pauvres, aux biens et services supposés spécialement produits et distribués à leur intention. Il est possible de dépasser ces deux cas emblématiques, afin de comprendre plus largement les raisons de l'essor de cette nouvelle philanthropie capitaliste et ses limites. Analysons maintenant le quintuple mouvement qui la conditionne. A. Chacun peut facilement comprendre que la base de la pyramide ouvre aux entreprises capitalistes une vaste sphère potentielle d'extension de leur marché. Toutefois, ceci ne peut se faire qu'en adaptant les produits et les modes de distribution. Cette démarche de tentative de dépassement de leur marché traditionnel est déterminée par plusieurs facteurs. Le vieillissement de la population des pays capitalistes développés, les très faibles taux de croissance en termes macroéconomiques de ces derniers pouvant donner l'illusion d'une société stationnaire, la médiocrité de l'accroissement du pouvoir d'achat des larges masses qui y sont salariées et qui, par leur mode de vie, sont déjà intégrées à la consommation des produits et services offerts par ces entreprises. S'y ajoute, à l'instigation de certaines couches de la population, une contestation des façons traditionnelles de consommer et une recherche de produits et services alternatifs. Tout ceci ne peut qu'y démotiver une stratégie d'expansion future forte de ces entreprises et surtout limiter, sans changement et adaptation importants, les capacités d'absorption des productions de masse de ces entreprises, donc toutes choses égales par ailleurs, leur expansion. On pourrait ici reprendre quelques-uns des arguments de Rosa Luxemburg dans ses échanges avec Lénine, sur les limites internes de l'extension de l'accumulation capitaliste et la nécessité d'ouvrir de nouveaux marchés, à l'époque à travers la colonisation. Au cours du XXe siècle,
Cet élargissement s'était largement fait par l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés producteurs des biens et services auxquels ils pouvaient ainsi eux-mêmes avoir accès, ce qui a été désigné, notamment à la suite des économistes dits régulationnistes, par le terme Fordisme. La nouvelle extension aujourd'hui portée par le social business n'a pas seulement pour finalité une logique quantitative d'écouler plus ailleurs pour croître à une échelle planétaire globalement et accumuler davantage. Il s'agit aussi d'une adaptation des stratégies, en impliquant une partie des salariés dans des innovations sociales pour que collectivement l'entreprise soit plus réactive partout en termes de concurrence. B. À cela s'ajoute que le néolibéralisme a imposé un désengagement des collectivités publiques de nombreux secteurs dans lesquels elles étaient jusque-là investies, pour produire des biens et services considérés comme publics ou d'intérêt collectif, ou simplement parce que de fait une entreprise capitaliste s'y trouvait en situation de monopole ou de quasi-monopole. La justification néolibérale des privatisations a été l'affirmation que, par nature, l'État à niveau central ou local ne devait avoir aucune activité productive parce que sa fonction n'était pas de remplacer des initiatives individuelles et privées par une intervention de type collectif administré, ou que l'efficacité des actions publiques était par nature supposée inférieure à celle d'actions privées à but lucratif, ou encore en diminuant les ressources des États par des stratégies de défense des créanciers face aux débiteurs, et en rendant les puissances publiques exsangues et par conséquent incapables d'investir pour produire des biens et services collectifs. Parallèlement, alors que la production et la distribution de ces biens et services par des institutions ayant un statut public ont subi une forte régression, on observe un effet de substitution. Les entreprises à statut lucratif sont incitées à s'investir dans des domaines jusque-là largement considérés comme faisant partie du collectif, par exemple en matière de soins, d'éducation et de fourniture de biens essentiels comme l'eau et l'électricité, pour ne pas parler des transports ou des communications. Ce souci, apparemment généreux, d'entreprises à statut lucratif vis-à-vis de populations supposées démunies peut être compris comme un processus de redistribution légitimé par une volonté de compenser marginalement l'accroissement considérable des inégalités de revenus et de patrimoine dont la financiarisation des sociétés contemporaines est porteuse et qui provoque une indignation croissante. Dit autrement, changer pour que tout reste pareil. B. Ce mouvement doit être compris comme celui de la responsabilité sociétale des entreprises, conséquence d'un désengagement des institutions publiques du champ de la production et de l'offre de biens et services. Il correspond aussi à la nécessité, pour des entreprises fortement mises en cause ici par les pollutions qu'elles provoquent directement ou indirectement, là par les exclusions qu'elles engendrent, de rendre leur image positive auprès des clients potentiels et de leurs salariés et actionnaires. Certains ont à ce propos parlé d'une opération de blanchissement par les grandes entreprises et institutions financières. C. Le quatrième pilier de cette transformation des systèmes économiques est idéologique. Le néolibéralisme a fait du marché concurrentiel un mode supérieur d'interdépendance, Ours, 2012, page 52, des activités humaines conduisant à la prétention d'une sorte de fin de l'histoire. Le marché est supposé pacifier tout conflit en devenant l'institution ordonnant la société, voire en la dissolvant ou en l'absorbant pour la réduire à une somme d'intérêts particuliers individualisée à l'extrême. Dans le modèle du social business, les relations entre les différentes parties prenantes sont fondées sur la logique des intérêts bien compris, depuis l'association avec la firme étrangère capable de promouvoir ces nouveaux produits et aussi certains éléments de ces techniques, jusqu'à leur écoulement vers des bénéficiaires qui doivent profiter des vertus de ces produits spécialement adaptés au contexte de leur diffusion, en passant par la fabrication des produits et embauche à cette fin de salariés chargés de leur production et de leur distribution locale. L'articulation entre ces différents niveaux peut être considérée comme une interdépendance mécanique, dont le moteur se trouve dans les intérêts des différentes parties prenantes. Si les institutions marchandes répondent à une double logique, celle de la concurrence et celle de la coopération, Meyerbeach 2012. Dans le social business, la première l'emporte très largement sur la seconde. D. D'une certaine façon, ce nouveau champ du capitalisme s'oppose au ou complète les logiques de l'empire de la liquidité, Servet 2012b,
activité financière spéculative qui entre de plus en plus en contradiction avec le champ de la production pour jouer un rôle essentiellement prédateur sur l'économie que l'on peut qualifier de réelle, par opposition à l'empire de la liquidité, une économie dont la rationalité matérielle a par exemple été jadis analysée par Max Weber ou par Joseph Alois Schumpeter. Mais une ambiguïté frappe immédiatement. On est en fait surtout dans le champ de la consommation et non dans celui des activités productives et de leur transformation. Existe même potentiellement, si cette forme actuelle de philanthropie dépassait le stade expérimental qui reste le sien aujourd'hui, un risque de destruction d'activités productives dites informelles ou formelles nationales par effet de substitution entre la façon traditionnelle de satisfaire certains besoins et la diffusion de ces nouveautés. Compte tenu de l'ensemble de ces limites et de ces contradictions, ce social business ne peut pas être une alternative solidaire crédible à vaste échelle. Si l'on définit la solidarité à l'aide de la grille des principes polanyiens d'intégration économique, comme un principe d'interdépendance conscient et volontaire des activités humaines, fondé sur la réciprocité, Servet 2012a, la présence de celle-ci dans les nouvelles formes de philanthropie, si elle n'est pas totalement absente, apparaît infime. On relève une résilience de l'hégémonie du principe de marché concurrentiel articulé au principe de redistribution, non pas de ressources publiques mais des revenus accumulés par les multinationales, notamment grâce à leur stratégie fiscale leur permettant d'alléger considérablement les impôts et taxes qu'elles acquittent. Ce caractère voire anticapitaliste de la finance dominée par le néolibéralisme, non pas en appui de l'économie réelle de production mais de plus en plus spoliatrice de celle-ci, ne peut qu'alimenter une logique générale de domination et à terme porter le spectre d'une régression démocratique ou d'un frein à son émergence. Références bibliographiques. Alliance for Inclusive Business, 2011. Inclusive Business Creating Value in Latin America, SNVWBCD, The Hague Conch, CH, May 116p. Anand Moit, 2012. Knowledge Management, Innovation Processes and Market Building in Emerging Markets, The Case of Indian Insurance Industry, Lyon Business School, thèse de doctorat en management, mai 2012. BUGGLEVINE Anthony 2009. Beyond Profit, Impact Investing, Bold Models to Drive Development at Scale, New York, The Rockefeller Foundation, 21p. Cecconi Osiris, 1975, Croissance économique et sous-développement culturel, Paris, PUF. Drapery Jean-François 2010, L'entrepreneuriat social. Du marché public au public marché, RECMA numéro 316, page 18 à 40. FREIREICH Jessica, Fulton Catherine 2009. Investing for Social and Environmental Impact, Monitor Institute, 12p. Jacobi Paul, 2011. Compte-rendu de la mission au Bangladesh du groupe parlementaire d'amitié France-Bangladesh, 31 janvier au 5 février 2011. Page 6 voir http://www.paul.jacobi.org. HILLENKAMP Isabelle, Servet Jean-Michel 2012, La pauvreté, enjeu international en collaboration avec IN Christian Lequen, ed. Frontières Sériscope, série Sciences Po Paris, http://seriscope.science-po.fr/pauvrette parenthèse Ours Bernard 2012, Développement, gouvernance, globalisation. Du XXe au XXIe siècle, Paris L'Harmattan, Col. Questions contemporaines, série Globalisation et sciences sociales. HUMBERG Kerstin Maria, 2011, Poverty Reduction through Social Business. Lessons Learned from Grameen Joint Ventures in Bangladesh, München et com. KARAMCHANDANIHICH, KUBZANSKY Mike, LALWANI Nishant, 2011. Is the bottom of the pyramid really for you? Harvard Business Review, http://the.baroblik-the-2011-03-the-the-bottom-is-the-bottom-the-really-for-you-écrochet La rue de Tournemine-Régis, Kern Francis, BISSIRIOU Gabriel, 2009. Analyse de la créativité entrepreneuriale et de l'élaboration de nouveaux business models dans les pays du Sud, Monde en développement 2009 tiers, page 59 à 75. Lombard Cédric, 2011.
Le nouveau paradigme de l'impact investing, banque et finance, numéro 112 novembre-décembre 2011. MEYERBISCH Patrice, 2012, La réciprocité des libertés, de l'équilibre entre concurrence et coopération, Revue économique et sociale, volume 70, mars 2012, page 53 à 66. Morgan J.P. 2010, Impact Investment. En Emerging Asset Class, Global Research, novembre 2010, 96 p. Perron Jean-Luc, 2011, Promoting and Developing Social Business, A French Perspective, The Journal of Social Business 1, numéro 1, page 78 à 91. Prahalad Coimbatore Krishnao, 2004. The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Pearson, Wharton School Publishing. Perrault Thierry, Servet Jean-Michel, 2012, Économie Société, série Développement Croissance et Progrès, numéro 46 de 2012e, Les presses de l'ISMEA, page 225 à 237. Servet Jean-Michel, 2007 at. Le principe de réciprocité chez Karl Polanyi, une contribution à la définition de l'économie solidaire, Revue Tiers-Monde, numéro 190, avril-juin, numéro, Économie solidaire, des initiatives locales à l'action publique, page 255 à 273. Servet Jean-Michel, 2007b. Le marché, une évidence à revisiter. Partie vivante et en débat dans l'œuvre de Karl Polanyi, in Richard Sobel, Penser la marchandisation du monde avec Karl Polanyi, Paris-Lille, L'Harmattan, page 131 à 155. Servet Jean-Michel 2009. Toward dans Alternative Economy, Reconsidering the Market, Money and Value in Krisan, Kissart, Market and Society. The Great Transformation Today, Cambridge University Press, page 72 à 90. Servet Jean-Michel 2011a. Figure contemporaine et passée de la solidarité. Approche interdisciplinaire. Une figure de la solidarité, revue Finance et Biens communs, numéro 37 à 38, page 8 à 27. Servet Jean-Michel, 2011b. Des habits neufs pour le capitalisme philanthropique, Le Temps, 25 juillet 2011. Servet Jean-Michel, 2011c. Et si soutenir Younous avait été contre-productif. Site YouFil. 26/4/2011, http://youfil.com/fr/article/03789-soutien-microfinance-contre-contre-productif.a ipcli = anno. Servet Jean-Michel 2012a. La solidarité du global au local, Revue économique et sociale, volume 70, mars 2012, page 37 à 51. Servet Jean-Michel, 2012b. Les sociétés civiles entre risques plutocratiques de la philanthropie et alternatives solidaires. Une lecture polanyienne. Monde en développement, à paraître 2012, numéro. La construction des sociétés civiles et le développement, sous la direction de Jean-Jacques Friboulet et Solène Morvantroux. Servet Jean-Michel, 2012c. Genève dans l'Empire de la liquidité, INA BDELMALKI Lassen, Allégret Jean-Pierre et Al. ed. Mélange René Sandretto, Paris Armand Collin, apparaître. Varnier Jean-Pierre 2011, Manuel de socialisme par Grottan, Paris, Terraèdre. WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, 2010. Inclusive Business, Creating Value in Latin America, Geneva, Washington. Younous Mohammad, 2011, Pour une économie plus humaine, Paris Jean-Claude Lattès. Younous Mohammad, Moinjon Bertrand, LEHAMANNORTEG à Laurence, 2009. Building Social Business Models, Lessons from the Grameen Experience, HEC Paris Working Paper 913 Feb, 27 p. Younous Mohammad, Sibieux Thierry, Le Sueur Éric, 2012, Social Business et grandes entreprises, des solutions innovantes et prometteuses pour vaincre la pauvreté? Fil d'action Science Report Online Special Issue 4 2012, Online since 31 January 2012, connexion en 03 avril 2012. URL http://factreport.revue.org/1268. La gouvernance par la consommation. Bernard Ours. Et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent se rendre possesseurs de biens, oubliant que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout, à tous, et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à sa personne. Étienne de la Boétie.
Discours de la servitude volontaire. La société de consommation qu'évoquait Jean Baudrillard en 1974 a-t-elle évolué et s'est-elle transformée à l'ère globale, et en quels termes ? La consommation est un objet particulièrement pluridisciplinaire car il interpelle à la fois les économistes, mais aussi les sociologues et les anthropologues, qui y trouvent un mécanisme et une arène de socialisation devenue fondamentale. À l'orée des 30 Glorieuses, on découvrait avec émerveillement ces fameux objets de consommation, dont l'intrusion dans la vie quotidienne a profondément modifié les sociétés aussi bien que les hommes, car ce sont les échanges qui produisent les rapports sociaux et fondent les sociétés. D'abord objets de désir, ces objets de consommation sont devenus des prétextes d'aliénation volontaire. La publicité commerciale et le révoltant crédit revolving poursuivent leur matraquage depuis 2 générations, malgré les protestations et critiques dont ils font l'objet. Désormais fidéliser le client par la qualité d'un produit coûte trop cher dans un univers de concurrence généralisée, où tous les moyens sont bons, y compris pour échapper aux analyses de toxicité. La Chine offre l'exemple le plus parfait de cette dérive avec son lait frelaté, ses plastiques inflammatoires ou ses murs d'école en carton-pâte. D'où l'urgence des tentatives contemporaines de blanchiment éthique du capitalisme appelées entreprises sociales, commerce équitable. Le prix du travail et la qualité des produits sont en jeu. La satisfaction du consommateur par la consommation ne suffit plus, tant elle est devenue aléatoire et volatile. Dès lors, c'est pour les marchandises de communication, téléphonie et Internet, que peut s'opérer non plus une fidélisation choisie, mais un abonnement contractuel en forme d'aliénation volontaire à un serveur donné sur un moyen ou long terme. La durée constitue la mesure essentielle dans un tel univers où la connexion signale l'appartenance à la société, et un statut de citoyenneté numérique abstraite mais acquise par de l'argent sous la forme d'autorisations de débit mensuel qui viennent scander le budget et la vie qui reste. Car c'est bien le reliquat, ce qui reste après la consommation, après le prélèvement automatique, qui constitue le refuge où peuvent s'exprimer les choix, les désirs, la liberté, dans le temps qui reste, c'est-à-dire le surplus par lequel se mesure depuis des lustres, la dignité d'une société, comme l'ont souligné Polanyi, 1983, Bataille 1949 ou Baudrillard 1974 parmi d'autres. Ce surplus est investi aujourd'hui dans la quête religieuse du salut, dans l'action humanitaire de moralité globale, dans des manifestations diverses, sportives ou religieuses, car la clameur du stade n'est pas loin de la guerre parfois, comme en témoignent justement les violences dites du stade, ces débordements de bestialité affublés des oripeaux de la communion. Je me propose ici d'analyser la consommation sous 2 angles principaux, celui de la gouvernance et celui de la citoyenneté, 2 notions particulièrement élastiques aujourd'hui. La consommation est un levier essentiel de participation et d'intégration à la société. À ce titre, il s'agit d'un instrument de gouvernance fondamentale dont l'objectif est de produire l'appartenance, réelle et symbolique, à une communauté de consommateurs dans l'économie de marché, qui fait société lorsque le lien social se délite sous les assauts du même marché. Il en résulte que la consommation assure la participation à une citoyenneté économique, capitaliste, sous forme de gouvernance. Elle substitue, dans sa forme contemporaine, une citoyenneté économique globale, fondée sur la solvabilité et les ressources, à la citoyenneté politique héritée du corpus démocratique des Lumières. Aux droits politiques égaux se substituent des droits acquis par l'argent, profondément créateurs d'inégalités sociales, locales autant que globales. On conclura en présentant la consommation comme l'un des principaux outils d'une citoyenneté postmoderne, ou le marqueur d'un univers post-politique global dont le marché est le principal champ visible, voire la seule entité perceptible. Les risques de ces dérives sont à maîtriser comme l'un des risques principaux, avec l'environnement, et cela s'appelle bonne gouvernance. Les normes de cette bonne gouvernance nous délivrent en effet les préceptes susceptibles de moraliser le capitalisme, grâce à une consommation effrénée mais soucieuse de l'environnement, disciplinée, grâce aux échéances mensuelles et finalement citoyenne dirait une publicité, puisque tout cela est bon pour l'emploi, et que celui-ci est bon pour la consommation, qui est bonne pour les affaires de toute nature, donc bonne pour la société et les sociétés CQFD. La consommation. De l'intégration au marché, à la participation à la société.
Aujourd'hui, presque plus rien n'est produit pour être consommé, mais simplement pour être vendu, affirme Raymond Debord, pseudo. Faut-il consommer pour satisfaire des besoins ou pour absorber les marchandises produites et mises sur le marché? Cette question hante la sociologie depuis des décennies. La théorie des besoins a fait l'objet de vives critiques, car les besoins sont relatifs dans toutes les sociétés. Ils sont fabriqués socialement. Il en résulte aujourd'hui une lecture du monde au parfum humanitaire avéré, qui projette un univers des nantis, qui serait homogène parce qu'il consomme les mêmes marchandises, face à l'image d'une pauvreté devenue symbole de misère et de malheur agité sur des pays dits pauvres qui ont mieux à faire qu'à consommer des clichés misérabilistes. La pauvreté serait insupportable. Mais à qui et pour qui? La carte du malheur semble pourtant invalider cette géopolitique simpliste des besoins car on se suicide abondamment, du Japon en Europe, en passant par les USA et leurs tireurs fous dont on ne doute pas qu'ils soient malheureux bien que nantis en apparence. Le manque, le malheur dans toute société c'est d'être pour la majorité exclue, marginale, hors norme, sans lien, délité, désaffilié. Certes, des minorités produisent des cultures positives de la marginalité suivant des logiques spécifiques, souvent appelées contre-cultures, peu ou prou subversives. La théorie des besoins dits fondamentaux fait bon ménage avec le comportementalisme américain qui, de Chine en Europe, a envahi le monde comme approche de l'homme. Les Chinois qui ont fait tardivement l'expérience des joies du marché et de la consommation, ont connu une brève période d'émerveillement. Durant 2 décennies se sont développés un marché sauvage et des inégalités sociales croissantes, d'immenses fortunes autant parmi les riches que les ex-pauvres. Cet apprentissage accéléré d'une société de consommation accessible à une moitié de la population fait désormais de ceux qui n'y avaient pas accès les cibles de la stratégie économique du développement de la consommation intérieure, soit un retour tout relatif à un modèle de commerce moins exclusivement exportateur. L'État chinois joue avec habileté de son caractère de société duale. Le réservoir de ceux qui aspirent à consommer plus demeure énorme mais des groupes urbains, minoritaires mais symptomatiques, apparaissent, qui veulent améliorer leur qualité de vie, échapper à la pollution, comme le montre Monique Selim dans cet ouvrage. Ils sont déjà des consommateurs indisciplinés, cherchant des alternatives, pour la plupart découvertes en Occident, mais ils ont déjà parcouru le chemin en 2 décennies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.